Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et oui, c'est encore moi, Tommy Auger, la console pour Côte-Nord Attitude. Donc, je suis journaliste pour Nous TV et avec moi, Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio. Salut Jean. Bonjour Tommy. Ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, il fait tellement beau dehors, tellement beau soleil. Profitez-en là, si vous avez l'occasion. Ben oui, c'est froid un peu, là, mais c'est l'hiver qui s'en vient, hein? Oui. La glace ne revient plus à l'eau, là, hein? Non. Des bordures de rue, là, depuis quelques jours. Habituez-vous, ça va rester comme ça. Autour de 1 degré actuellement, quand même. Wow, c'est très confortable, là. Faut sortir les trucs à les mitaines. Oui, on a un programme assez bien rempli encore ce midi, Tommy. D'abord, on va parler avec Marly Fontaine, une femme Innu, victime de viol, une dame de Maliotenam. Il y a Mélanie Loisel, auteure et journaliste, qui a écrit un livre assez intéressant, intitulé « Ma réserve dans ma chair ». C'est vraiment le témoignage percutant de cette jeune artiste Innu de chez nous, Marly Fontaine. Elles seront toutes les deux avec nous là par téléphone vers midi 15 minutes. Marly a quand même vécu beaucoup de choses. Dans le livre, on aborde sous l'angle de l'impact des pensionnats autochtones sur la plus jeune génération. On parle aussi là, le livre arrive bien avec toute la commission sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Donc on va réfléchir là-dessus avec l'auteur, mais aussi avec cette dame exceptionnelle qui livre un témoignage saisissant dans ce livre publié aux éditions Fidèse. Mélanie Loisel et Marly Fontaine avec nous à midi 15. Ensuite de ça, on s'entretient avec le maire de l'île d'Anticosti. C'est que la Société du Plan Nord réalise une tournée de consultation depuis quelques jours. Hier, ils étaient du côté de Havre-Saint-Pierre. Il y a le PDG de la Société du Plan Nord qui est là, mais aussi 5 sous-ministres, et on discute de l'accessibilité à l'île d'Anticosti. Oui, faut dire que le mandat vient du premier ministre Philippe Couillard. Le maire John Pino sera avec nous en direct par téléphone. Il reste une rencontre de consultation là dans le cadre de cette tournée qui va avoir lieu du côté de la Gaspésie. C'est vraiment tous les projets là de traversiers pour briser l'isolement un peu d'Anticosti, parce qu'on va toujours rester une île. On fera jamais de pont non plus. Ouais, mais ça va aider à ce que les gens se déplacent plus facilement sur ce territoire. En même temps, John Pino, le maire, a été réélu sans opposition. Ça veut peut-être dire qu'il y a plus d'unanimité là que lors d'un an ou deux quand on en parlait autour des projets de Pétrolia à Anticosti. On va aussi parler de santé sexuelle sur nos ondes. Très important. Ben oui, c'est très important de parler de ça. Et le BRIS Côte-Nord publie 3 nouveaux pamphlets, 3 nouvelles brochures avec 3 sujets qui sont vraiment d'actualité. La première, l'éducation à la sexualité. C'est vraiment un petit guide à l'usage des parents. Donc, on le sait, c'est souvent la première éducation sexuelle. On la reçoit de nos parents et c'est parfois mieux de la recevoir de nos parents que de la recevoir sur un peu n'importe quelle source d'information qu'on peut trouver soit sur Internet avec les amis ou à la télé. On a également la sexualité chez les aînés. C'est important d'en parler parce que c'est souvent un groupe qu'on oublie, mais qui continue à avoir des pratiques sexuelles et il faut que ça soit également responsable. Il y a beaucoup de tabous reliés à la sexualité chez les personnes âgées et l'homosexualité. C'est une thématique qui est très médiatisée ces temps-ci. On parle beaucoup de choses, des changements des transsexuels, mais on oublie parfois les rites et les responsabilités sexuelles reliées à l'homosexualité. Donc, c'est 3 brochures qui ont été faites par Brice Côte-Nord et on en parlera plus en détail de cette démarche avec Kathleen Côté, qui est directrice du côté du Brice. Surtout qu'il y a un lancement demain, un 5 à 7 à Sept-Îles pour lancer ces brochures produites localement. Et il y a des traditions qui ne se perdent pas, Tommy. Les Chevaliers de Colomb seront avec nous en fin d'émission pour parler de la guignolée. On connaît la guignolée des médias, là, qui fait beaucoup de tambours et trompettes depuis quelques années. Mais la vraie guignolée, c'est celle des Chevaliers de Colomb. Ça existe encore. Cette année encore, ce sera au profit du comptoir alimentaire de Sept-Îles, donc de l'ensemble des familles démunies de notre communauté. 2 porte-paroles des Chevaliers de Colomb, dont le grand chevalier, seront avec nous. Régent Rioux et Normand Primard en entrevue. En fin d'émission, Côte-Nord Attitude. Pour l'instant, les actualités locales et régionales.
Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord qu'une enseignante en philo du secteur anglophone du Cégep de Sept-Îles publie un livre sur son expérience pédagogique en VTT. Non pas un véhicule tout-terrain, mais le Virtual Team Teaching. Sharon Coyle a créé un outil sur l'enseignement collaboratif à distance. Son outil enrichit l'apprentissage des étudiants en outrepassant les limites d'une classe. L'approche pédagogique de Sharon Coyle permet de jumeler deux classes à Sept-Îles et au collège Vanier dans la région métropolitaine. L'enseignante de Sept-Îles remarque que les techniques numériques aujourd'hui facilitent le VTT, le Virtual Team Teaching. Son livre permettra de guider d'autres professeurs intéressés. Après celui de Sept-Îles, la veille, le maire de Port-Cartier a prononcé à son tour un discours invitant son nouveau conseil à l'unité. Alain Thibault est conscient que 4 des 6 conseillers assermentés hier soir lors d'une cérémonie au Café Graffiti faisaient partie de l'équipe de son adversaire Violaine Doyle lors de la campagne électorale. Le maire Alain Thibault a eu une première rencontre positive avec chacun des élus de Port-Cartier. Le conseil municipal tiendra sa première réunion publique le 20 novembre. Aujourd'hui, un forum citoyen se déroule au Café Graffiti de Port-Cartier. Au lendemain de la sermentation de son conseil, le maire Régent Porlier avait un message pour les dirigeants de la Corporation de développement économique Sept-Îles hier. Le maire veut des actions concertées avec les élus municipaux pour la diversification de l'économie. Il est clair qu'il faut qu'il y ait une meilleure synergie entre le politique et sa corporation. Présentement, il y a comme un deuxième niveau politique à la corporation qui, à mon avis, n'a pas sa place. On va avoir des discussions. Je suis pas inquiet. L'intérêt collectif va primer. Régent Porlier a accepté de rencontrer Langis Saint-Gelais, l'instigateur d'un regroupement de 35 entrepreneurs de Sept-Îles qui avait fait une sortie en faveur de son adversaire Russell Tremblay en campagne électorale. Le projet de mine de fer Camille à la frontière du Québec et du Labrador près de Fermont demeure rentable, même si Alderon Iron Ore n'a pas réussi à se porter acquéreur de la mine Scully pour en faire un dépôt de résidus. C'est ce que conclut une mise à jour des études du projet rendu public par la compagnie la semaine dernière. Le projet est évalué à $1 milliard. Selon le spécialiste de la Caisse d'économie Desjardins Steve Chapado, la mine Camille n'est pas envisagée à court terme, mais pourrait se concrétiser dans une perspective de 5 ans. Alderon profite d'une prime en raison de la haute teneur de fer sur son site. Le projet Camille est comparable à celui de Champion Iron au Lac Bloom, remarque Steve Chapado. C'est exactement un copier-coller du projet de Lac Bloom. C'est environ 8 millions de tonnes par année avec un fer d'une pureté d'environ 65-66% aussi. Mais la grosse différence, Minerai de Fer Québec coûte 400 millions à repartir, tandis que ce projet-là, lui, va coûter 1 milliard. La compagnie Alderon mise sur une croissance de la demande en fer de haute pureté en Chine. L'entreprise ne bénéficiera pas de la même aide que Champion de la part du gouvernement du Québec puisque 80% du gisement est situé dans la province de Terre-Neuve-Labrador. Et puis l'exécutif national de la Fédération étudiante collégiale du Québec était réuni à Sept-Îles en fin de semaine dernière. Les militants d'une vingtaine de cégeps du Québec ont discuté, entre autres, des gestes d'inconduite sexuelle sur les campus, de la légalisation du cannabis et de l'aide financière aux études. La Fédération demande à ce que le taux d'intérêt accordé pour les prêts aux étudiants soit revu pour réduire l'endettement des jeunes. Le président de la Fédération étudiante collégiale, Jason Saint-Amour, en était à sa 2e visite à Sept-Îles cet automne. Il craint pour l'avenir du financement du collège. La recherche qu'on a fait montre de façon très flagrante les iniquités qui existent dans le réseau présentement et les cégeps de région, autant au Saguenay, en Abitibi ou autant même sur la Côte-Nord, sont durement touchés par les compressions des dernières années. La Fédération étudiante collégiale du Québec demande un chantier sur la formule de financement des cégeps en région. Le président Jason Saint-Amour constate que chaque baisse de clientèle affecte la vitalité du cégep de Sept-Îles. Courte pause et on s'entretient avec Marley Fontaine et Mélanie Loisel. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Ah, ils m'ont pas parlé de la douleur? Qu'est-ce qu'ils vont dire au bureau? Non, je vais rien dire au bureau. Seulement à Marie et aux enfants. Mais
Pas maintenant, je leur dirai plus tard. Apprendre qu'on a un cancer, c'est un coup dur. Pour nous, comme pour nos proches. La Société canadienne du cancer s'engage à répondre à vos questions sur le cancer, à vous offrir un soutien affectif, matériel et financier. Communiquez avec un de nos spécialistes. 1-888-939-3333 ou cancer.ca. Société canadienne du cancer. Chaque trousseau de clés perdu a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'Association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Bon, ça, c'est la clé de ma maison. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la clé de... Je sais pas. Ah! Ça, c'est la clé de mon char. Puis ça, c'est mon chauffeur désigné. Je l'aime beaucoup, hein? L'Association des brasseurs vous le rappelle? Quand on prend un verre, on prend pas le volant. Ben oui, c'est là. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors Jean, un sujet qui a retenu beaucoup l'attention dans les derniers jours, c'est arrivé un peu là comme ça dans les médias, mais c'est vraiment important d'en parler. Oui, et on va s'entretenir avec l'auteur Mélanie Loisel et qui a écrit donc le livre Ma réserve dans ma chair, l'histoire de Marly Fontaine. Marly est également avec nous au bout du fil. Là, je pense qu'elles sont toutes les deux dans la région de Montréal présentement. C'est les éditions Fides, Tommy, qui viennent de publier ce livre qui raconte l'histoire de l'artiste inou d'Ouachat Macmaliotenam, Marly Fontaine. Il s'agit d'un témoignage percutant d'une jeune femme autochtone qui souligne sans gêne qu'elle est lesbienne, qu'elle a été violée à plusieurs reprises et qu'elle s'est mutilée pendant quelques années également. Mélanie Loisel et Marly Fontaine, bonjour, vous m'entendez bien? Bon, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, mesdames, est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vous entends. Oui, bon, alors on s'entend très bien. C'est comme la première fois, hein, Tommy, qu'on fait avec deux personnes dans des endroits différents au téléphone comme ça. J'espère que ça va bien aller. On parle donc du livre Ma réserve dans ma cabane. Mélanie, c'est un peu une survivante pour toi, là, Marly Fontaine, hein? Oui, c'est sûr que Marly, elle a une histoire quand même assez exceptionnelle dans la mesure où elle a connu quand même plusieurs épreuves au cours de sa jeunesse. Mais elle est toujours là, elle est là pour nous raconter maintenant. Je dis toujours qu'elle est bien vivante, puis c'est elle qui doit maintenant, puis c'est sa voix qu'on doit entendre, la voix d'une jeune autochtone qui est pleine d'espoir malgré les hauts et les bas qu'elle a connus au cours des dernières années. Eh bien, on va l'entendre, sa voix. Marly, c'est pas un exercice facile de se raconter tant à un auteur pour un livre qu'à la radio comme ça. Est-ce que tu l'as aimé, le livre de Mélanie, après t'être livré quand même à elle comme ça? Oui, j'ai vraiment adoré ça parce que j'avais vraiment l'impression que c'est moi qui l'avais écrit, puis elle n'avait pas changé mes mots. Fait que pour moi, c'était comme si c'était moi qui parlais. Donc, oui, je suis vraiment heureuse du livre. Donc, c'est fidèle à ce que tu as vécu. C'est un bon portrait. C'est un peu libérateur de se raconter finalement, puis de voir finalement sa vie dans un livre comme ça, là, avec toi sur la pochette et tout. Oui, quand même. Je pense que c'est un peu la concrétisation de tout mon parcours qui n'a pas été facile. Puis pour moi, c'est une fierté parce que je me dis je peux en inspirer plusieurs avec mon histoire. Mm-hmm. En même temps, ça arrive dans un bon timing quand même, là, peu de temps après le fameux rapport du coroner dans la communauté d'Ouachat Macmaliotenam concernant des suicides de plusieurs jeunes, dans le moment aussi où il y a cette commission là sur les femmes autochtones assassinées et disparues au Canada, que Michel Audette est impliqué. Le timing est bon finalement pour aborder ces sujets-là, même si c'est des sujets lourds, hein? Oui, je pense que c'est un peu comme s'il avait préparé le terrain pour mon histoire. Les gens vont plus le comprendre, je pense.
Mm-hmm. En même temps, comment ça s'est vécu tout ça là, quand on est victime comme toi de viol dans une communauté isolée là, isolée, dans une communauté, une réserve autochtone comme on dit chez nous, on s'isole quoi? C'est un peu le premier réflexe qu'on a. Ben moi, c'est sûr que ça a été mon réflexe de m'isoler parce que je voulais me protéger des autres de cette façon. Hein. Mais après, j'ai repris possession de ma vie, puis j'ai arrêté de m'isoler, puis je la vis pleinement. Là. Mélanie Loisel, comment avez-vous été mis en contact avec Marly Fontaine? C'est quoi le point de départ de votre histoire, les deux ensemble? En fait, c'est une amie en commun qui, en mai dernier, m'a raconté l'histoire de Marly en me disant qu'une jeune femme autochtone de la réserve de Ouachita-Macmahon-Tenam s'était fait tatouer son numéro de bande sur le bras. Lorsque j'ai entendu ça, je vous dirais que j'étais un peu... je n'en revenais pas vraiment là, de cette histoire-là. Je comprenais pas, mais je me disais... Il devait bien y avoir une histoire derrière ce geste-là qui, de prime abord, peut nous sembler un peu provoquant, même brutal, selon nos perceptions. Alors, c'est cette histoire que j'ai voulu chercher, la comprendre, parce que c'est sûr qu'il devait y avoir une réflexion et Marly m'en a donné la preuve et ça aboutit au livre « Ma réserve dans ma chair », parce qu'elle avait quand même réfléchi à tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle veut faire maintenant. On passe un peu à travers ce livre-là, on passe un peu, oui, à travers le vécu qui était plus difficile, mais aussi ses espoirs, ce qu'elle veut à travers son art, mais aussi à travers sa culture, les traditions, les pensionnats. C'est un livre où on passe d'un sujet à l'autre aisément. Oui. En même temps, l'histoire de Marly, c'est peut-être l'histoire de plein de femmes, de plein de jeunes dans nos communautés autochtones sur la Côte-Nord. Comment on s'en sort, Marly? Il faut que quelqu'un vienne nous chercher. Il se passe quelque chose dans sa tête à un moment donné pour passer un petit peu du noir à la lumière là dans son cheminement comme ça? Ben, je pense que oui. Moi, ça a vraiment été des rencontres dans ma vie qui m'ont fait accepter mon passé. Puis j'ai l'impression que je peux apporter à certaines femmes. Déjà, tu sais, les gens viennent me parler, me raconter leur vie. Tu parles de femmes autochtones, mais il y a aussi des blanches qui viennent me raconter leur histoire puis qui me félicitent. Des gens qui me remercient parce qu'ils me disent qu'ils sont pas rendus là dans leur étape de vie, mais qui sont contents que moi, je prenne la parole à leur place. Oui, en même temps... Tu deviens un peu un modèle. Hein? Moi, je me souviens de toi là à l'époque du projet Virage ici avec Joanne Roussy. Ça a probablement été un moment de lumière pour toi aussi dans ton processus. Je me souviens aussi à l'école Manika Métis. À un moment donné, on s'était rencontrés. Tu travaillais au niveau de l'intervention auprès des jeunes de l'école secondaire de la communauté. Finalement, c'est ça. Hein? Il y a eu des moments comme ça là qui ont été importants. Oui, ben j'ai toujours cru qu'on pouvait cohabiter ensemble puis travailler, fait que j'ai toujours fait des activités, des projets où je devais travailler avec le public et les gens. Puis, le projet avec Joanne, ben ça a été une occasion pour moi d'apprendre à travailler le monde des arts, à travailler avec mes mains, parce que j'étais rendue à un stade où je savais plus où j'en étais. J'étais en sciences humaines, puis j'ai l'impression d'aller nulle part. Fait que ça a été pour moi cette étape-là une transition pour le monde des arts. Puis ça a été magnifique parce que j'ai trouvé ma place. Mm-hmm. Est-ce que y a suffisamment d'aide dans la communauté de Ouachita-Macmahon-Tenam là? Je parle pas nécessairement seulement des services sociaux d'Itum là, mais le soutien dans la famille, la compréhension de nos pères, des autres Inuits, quand on vit des choses dures là, comme le viol, la mutilation, comme tu l'as vécu. Est-ce que y a du soutien dans ta communauté? Mais par rapport à moi, vu que j'ai pris ça vraiment comme en solitaire, puis vu que j'étais avisée par les membres de ma famille, j'avais vraiment peur d'en parler, ou j'ai vraiment vécu ça en solitaire, donc je pourrais pas répondre à la question. Parce que moi, ça a été vraiment... j'ai vécu ça dans mon coin tout seul. Mm-hmm. Mélanie Loisel, un livre comme celui-là déborde un peu les barrières là, et les limites du Québec et de la Côte-Nord. Est-ce que on entrevoit là, peut-être traduire soit en langue inoue, en langue autochtone ou en anglais pour peut-être là que le livre puisse se ramasser ailleurs, peut-être au Canada et sur la planète? C'est sûr qu'on veut que cette voix-là soit entendue un peu partout, d'abord au pays. Donc, on prévoit ou on espère là, qu'il y aura une traduction en anglais assez rapidement. C'est sûr qu'aussi, si on pouvait le traduire en Innu, ne serait-ce que parce que
c'est quand même sa communauté, sa nation, donc ça serait quand même assez agréable de pouvoir le faire et éventuellement d'amener cette petite histoire qui est pas vraiment très longue, mais quand même qui est représentative de la situation de plusieurs communautés autochtones, de femmes autochtones, donc de l'amener à l'étranger, dans les pays de la francophonie d'abord, pour que Marley puisse s'exprimer. Et aussi, on sait qu'il y a un intérêt très en Europe par rapport souvent aux Amérindiens, comme ils les appellent encore, mais ici, comme on appelle les Premières Nations. Donc, ça, éventuellement, là, c'est les prochaines étapes sur lesquelles on va travailler. En même temps, Marley, la commission, par exemple, celle sur les femmes disparues et assassinées, est-ce que c'est nécessaire? Ça va finir par donner des résultats? Il y a eu tout le processus aussi là de consultation concernant les pensionnats. Il y en a une autre commission là qui sont venus à Maliotenam, Ouachat la semaine dernière. La commission vient sur les services, finalement les services publics aux Autochtones. Est-ce que ça vaut la peine, toutes ces commissions-là, d'après toi? Moi, je pense que oui, ça fait ressortir la méchance, si on veut. Parce que juste avec les histoires de pensionnats, quand tout ça s'est sorti, ça a été très libérateur pour mon peuple parce que dès que l'agresseur avoue ses crimes, les victimes maintenant sont crues et entendues puis ils peuvent raconter leur histoire sans crainte. Donc, c'est des étapes qui sont nécessaires, qui sont douloureuses, mais je pense que pour avancer, il faut accepter le passé pour pouvoir avancer. Concernant les pensionnats, quel lien tu fais avec ta génération? Parce que vous êtes pas ceux qui les ont fréquentés, mais vous êtes peut-être les fils de ceux qui l'ont vécu directement, cet épisode triste-là. Oui, nous, on a été élevés par ceux, mettons, qui ont... moi, ma mère n'a pas été dans ma pensionnat, mais sa mère, elle était dans les pensionnats. Donc, on est des générations qui vivent les répercussions de ce génocide avec les pensionnats. Genre, ses parents, ils n'ont pas su aimer leurs enfants. Donc, ça a été dur de réapprendre à éduquer les enfants après tout ça. Puis en plus de toutes les histoires de violence sexuelle où ce que les gens se noyaient dans l'alcool et la drogue pour pouvoir survivre à cet enfer-là. Donc, c'est comme un cercle vicieux qui se perpétue. Puis c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi. Moi, je l'avais compris quand il y a eu les excuses en 2003 par rapport au pensionnat. J'ai compris bien des choses. Il y a un chef un jour qui avait dit moi, quand je suis sortie des pensionnats, j'étais remplie de haine, de colère. J'ai tombé dans l'alcool, la drogue, j'ai fait des tentatives de suicide. Il dit, c'est dur d'oublier un trait qui te déchire l'anus. Ces mots-là ont tellement résonné dans ma tête que j'ai compris comme toute la violence, puis pourquoi il y avait autant de pauvreté, d'alcoolisme ou de drogue. Donc, j'ai fait des liens, puis je me dis, ça explique pourquoi ça se passe pas juste comme à Ouachat, mais ça se passe dans toutes les communautés là, à travers le Canada. Donc, c'est une réalité qui est là. Oui. Mélanie, en terminant, c'est aussi un livre d'espoir, le cheminement de Marley Fontaine, qui aujourd'hui a quand même une formation universitaire, ce qui était totalement impensable pour les Inuits, les Autochtones dans les années 70-80. Là, on leur enlevait leurs droits s'ils allaient à l'école trop longtemps. Finalement, il y a de l'espoir quand on lit le livre aussi. Oui, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, Marley et moi. Moi, j'ai prêté ma plume, mais on a joué beaucoup entre l'ombre et la lumière. Et ce qu'on a voulu faire ensemble, c'est de montrer que elle, une Inou, moi, une Québécoise aussi de la Côte-Nord, ensemble, on a créé un pont. On se tient maintenant main dans la main, puis on avance parce qu'on croit que au cours des prochaines années, bien, il va falloir qu'on se réconcilie, qu'on apprenne à mieux se connaître, qu'on outrepasse nos préjugés pour qu'on puisse avancer puis construire pour les prochaines générations à venir. Donc, c'est ce message-là aussi d'espoir qu'on a voulu livrer en disant, voilà, 2 jeunes femmes, on s'unit à notre tour et on pave la voie vers la réconciliation. Marley Fontaine et Mélanie Loisel, auteur de Ma réserve dans ma chair, l'histoire de Marley Fontaine. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct aujourd'hui. Merci à vous. On a hâte d'aller vous voir sur la Côte-Nord. On vous attend. On a un bel événement, le Salon du livre de la Côte-Nord. Je crois qu'ils vont être bien heureux de vous recevoir si vous êtes disponibles. Merci beaucoup, mesdames. On prend une courte pause et on s'entretient tout de suite après avec le maire d'Anticosti. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Le 12e jour de Noël, mon amoureux m'a donné...
un McCafé. Torréfaction supérieure. Tous les formats. Seulement $1. Grain arabica. Toujours riche velouté qu'on adore savourer. Mon café préféré. Ah, c'était bizarre, ça, hein? Bon, on va peut-être juste savourer notre McCafé, là. Ouais. Jusqu'au 10 décembre, savourez un café infusé McCafé à seulement $1, même le nouveau très grand format. Détails en restaurant ou au mcdonald.ca. À venir, attachez votre sucre, il va faire froid. Mon conseil du week-end, restez donc en dedans. Ben voyons. Préparez-vous plutôt à en profiter grâce à un ensemble sécurité d'hiver sans frais supplémentaires, incluant les pneus d'hiver, les jantes et les capteurs, offerts à l'achat ou à la location des Ford neufs sélectionnés. C'est aussi votre dernière chance d'obtenir 0% à l'achat pour 72 mois sur l'Escape 2017. En tout cas, ne sortez pas sans votre kit d'hiver. Bonne idée. Avec un super financement et un ensemble sécurité d'hiver sans frais supplémentaires, c'est facile d'embarquer avec Ford. Visitez trouvezvotreford.ca. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin de superviseurs aux opérations pour le secteur cours et quai et pour le secteur chemin de fer. De superviseurs planificateurs pour l'entretien des locomotives et ateliers électriques. Nous cherchons aussi un chef de section pour le chemin de fer, un chef de section environnement et un contrôleur financier. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Côte-Nord. Attitude. Tommy, la Société du Plan Nord poursuit une tournée de consultation sur l'accessibilité à Anticosti. Divers scénarios de traversiers seront discutés. La tournée a commencé sur l'île. Ensuite, hier, il y avait une rencontre du côté de Havre-Saint-Pierre. Et je pense qu'il reste une troisième rencontre là du côté de la Gaspésie. On en parle avec le maire de l'île d'Anticosti. Monsieur John Pinault, bonjour. Bonjour. Monsieur Pinault, d'abord, félicitations pour votre réélection sans opposition. C'est quand même significatif, hein? À un certain moment, on pensait qu'il y avait de la division à l'île là autour des projets pétroliers, mais d'être élu sans opposition, c'est quand même un mandat fort, ça. Oui, puis non simplement moi, mais toute mon équipe était élue par acclamation. Bon, on n'avait pas le goût de se chicaner en campagne électorale à Anticosti, c'est déjà ça. Pas du tout. J'aimerais d'ailleurs en profiter du moment pour féliciter M. Poirier. Vous avez un excellent maire à cette île. Oui. Donc, c'est derrière un peu les chicanes sur les projets pétroliers. Là, on parle d'accessibilité, de désenclavement. C'est quand même plus positif du côté d'Anticosti, là. Oui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Tu sais, ça fait longtemps que, je veux dire, on fait des revendications. On dit que, tu sais, on est le seul grand île du Saint-Laurent qui n'a pas une société, un service de traversier. Ça faisait un bon moment qu'on rencontrait des fonctionnaires à ce sujet-là, puis je pense que lors de le passage du premier ministre à cette île, justement fin août, il a annoncé qu'il donnait ce mandat-là aux Sociétés des Plans Nord, fait que c'est le début de ça. Ouais. Et là, quand même, la Société du Plan Nord, c'est le PDG lui-même qui fait la tournée. Il arrive avec 5 sous-ministres également. Est-ce que, pour vous, ça veut dire que le gouvernement libéral montre de la volonté politique, là, dans le dossier de l'île? Oui, tout à fait. Je veux dire, par la qualité des gens qui sont là, c'est, oui, M. Sauvé, les 5 sous-ministres qui l'accompagnent, qui sont des membres permanents du comité, puis aussi le président de la Société des traversiers du Québec, puis son président aux opérations, là. Je pense que c'est une belle brochette de gens. Et pour avoir suivi attentivement le processus jusqu'à date, là, je peux vous dire qu'il y a plein de sérieux là-dedans. Monsieur Pinault, un traversier vers l'île d'Anticosti va signifier plus de gens qui vont s'y rendre. Est-ce que du côté de la mairie et des gens sur l'île, on commence à prévoir un peu et à voir comment qu'on va gérer peut-être cette plus grande affluence de gens? Oui, je pense que là-dedans, on a quand même la bonne fortune d'avoir eu un service de traversier, si je m'abuse, 94, 96, quelque chose comme ça. Oui, le Nordique Passeur. C'est ça. Fait que les gens ont quand même vu les bénéfices puis les inconvénients de ça. Et dans la réflexion avec les gens du Plan Nord puis les commentaires qui étaient faits, ça a largement sorti, tu sais. Fait que je veux dire, par contre, on sait qu'un service de traversier comme ça, c'est absolument essentiel. C'est pas pour la survie de la communauté, là, ça c'est tout à fait sûr.
Fait que on va essayer de profiter des erreurs du passé. Puis aussi, ben, c'est important aussi, comme vous dites, que les gens commencent à y réfléchir dès aujourd'hui, parce que c'est beau avoir plus de tourisme, ça veut dire plus d'infrastructures, plus d'accueil, etc. Puis je pense que les gens sont tout à fait conscients de ça. Oui. Est-ce qu'il y a deux projets qu'il va falloir qu'une décision se prenne à quelque part? Là, je voyais entre autres des gens d'affaires de Havre-Saint-Pierre là qui préféraient peut-être qu'il y ait seulement un traversier entre le Havre et Port-Meunier. Peut-être des gens de cette île qui diraient bon ben ça pourrait être à Rivière-au-Tonnerre parce que faut quand même contourner l'île avec un bateau là pour aller à Havre-Saint-Pierre. Et d'autres vont y aller avec le projet qu'on a essayé avec le Nordique Passeur, le groupe des gagnés dans les années 90, soit un lien interrive. Vous, est-ce que vous avez une préférence, les gens de l'île, là, le conseil? Ici, nous, on a toujours eu la même position. On dit que c'est essentiel d'avoir un lien interrive là où les nombres le supportent. Dans le sens que pendant la période estivale, tant il y a aussi longtemps que le bateau peut rouler avec des passagers en nombre suffisant, on veut un lien interrive. Pour le restant de l'année, ce qui est important, c'est le désenclavement de l'île pour nous. Et je veux dire, c'est sûr et certain que l'idée d'avoir un lien uniquement avec la Côte-Nord, oublie ça. On n'acceptera jamais ça. Et une autre chose qu'on n'acceptera jamais, c'est que, je veux dire, le point de chute ici à Anticosti pour le traversier soit ailleurs que Port-Meunier. Oui. J'imagine qu'on en a profité, là, les rencontres avec la Société du Plan Nord, les sous-ministres, on parle d'accessibilité à l'île et de désenclavement. Il n'y a pas juste les traversiers là-dedans aussi, là. On peut parler des tarifs aériens, on peut parler des histoires d'horreur, là, pour l'évacuation médicale, ces choses-là. C'est sûr que, je veux dire, pendant la période, regarde, on a eu, la première chose qu'on a faite quand les gens étaient ici, c'était de faire une réunion publique. Il y a eu 43 personnes qui ont participé à cette réunion-là, puis je veux dire, peut-être 43 personnes, on va dire, c'est pas beaucoup, là. Mais, tu sais, sur une population de 215, c'est quand même très représentatif. Puis je suis très content parce que, comme vous le savez, le mois de novembre, c'est un mois extrêmement achalandé à l'île. Je veux dire, c'est le gros mois de la chasse, tout le monde travaille, puis tout ça. Fait que les gens ont fait un bel effort. Puis tu sais, si on met ça en perspective, là, ben c'est comme si à Montréal, tu faisais une réunion, puis tu avais 200 000 personnes. Fait que c'est sûr que les gens ont entendu des problèmes d'aviation. Ils ont eu des problèmes avec le Palais des Gagnés, des problèmes au niveau du service de la santé, au niveau du coût de rentrer les gens. Je pense que tout le monde est parti, puis autant M. Sauvé que les autres gens disaient, mais c'est incroyable qu'est-ce que vous vivez, là, t'sais. Oui, on comprend maintenant pourquoi il faut désenclaver l'île. Puis c'est pas juste une question touristique, c'est bien sûr, c'est, comme je vous dis, c'est la survie de l'île. Ouais. En même temps, c'est ça, c'est la survie de l'île. En tout cas, si ça a servi à sensibiliser des gens importants, puis que ça va permettre de régler des dossiers ou d'avoir une écoute au moins à Québec là au cours des prochaines années, tant mieux. En terminant le dossier de l'UNESCO, Monsieur Pinault, c'est pas à court terme là, mais il y a des étapes. On continue c'est l'avenir pour Anticosti, le tourisme et l'UNESCO là. Je veux dire, on devrait avoir un roulement de tambour bientôt, parce que je veux dire, le fédéral va annoncer en décembre les communautés qui se mettent sur la liste indicative. Non simplement on espère, on est sûr qu'on va y être. Fait que ça va être la prochaine étape. Après ça, c'est monter le dossier de l'UNESCO. Bon, on va sortir nos Taouécan puis nos tambours pour le roulement. Bien, je vais sortir le champagne. Eh bien, Monsieur le maire de l'île d'Anticosti, John Pinault, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, on s'en va dans une pause et tout de suite au retour, on s'entretient avec Kathleen Côté, directrice du BRIS, qui lance demain une série de brochures. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Le groupe Nordique est à la recherche de mécaniciens d'équipements lourds pour les secteurs de Sept-Îles et de Fermont. Vous devez posséder un DES en mécanique d'engin de chantier avec 4 à 5 ans d'expérience, salaire concurrentiel aux grandes entreprises. Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre CV à candidature@grnordique.ca. Votre sœur aussi pourrait faire partie des 72%.
Saviez-vous que 72% des personnes atteintes de l'Alzheimer sont des femmes? Informez-vous sur les 10 signes précurseurs. Contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l'aide. Visitez alzheimer.ca pour faire un don. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Attitude. Alors Jean, comme on le mentionnait en début d'émission, demain aura lieu le lancement d'une nouvelle série de brochures, 3 brochures sur différents thèmes, et ça c'est lancé par le Bris Côte-Nord. Et en studio pour nous en parler, on reçoit la directrice du Bris Côte-Nord, Kathleen Côté, ainsi que la travailleuse sociale qui travaille dans le même organisme, Marie-Ève Normand. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Premièrement, Kathleen, pourquoi à ce moment-ci on a choisi de lancer 3 nouvelles brochures? Les brochures qu'on a de disponibles, l'information, on désirait la mettre à jour, on désirait aborder de nouvelles thématiques? Ben, c'est ça, on aborde vraiment... Peut-être vous rapprocher un petit peu plus du micro. On aborde vraiment des nouvelles thématiques parce que les brochures qu'on avait, c'était des brochures qu'on traitait uniquement des ITSS, du VIH, de l'hépatite C, un petit peu de l'identité et de l'orientation sexuelle. Donc, c'était vraiment des brochures qui étaient... générale. Et à travers les années, ben nous on intervient dans les écoles, on intervient dans les organismes communautaires, on intervient dans les centres de détention, dans le grand public. C'est la population au grand complet, là. Exactement. Donc toutes les questions qu'on avait reçues de différents milieux, ben finalement on les a colligées et on a dit bon ben là maintenant c'est le temps de faire quelque chose pour répondre en partie à la population de façon un peu plus spécifique puis propre à notre région. Parce que dans une brochure, il faut être concis, il faut être punché, il faut vraiment aller droit au but et vraiment donner de l'information parce que les gens qui sont peut-être un peu gênés d'aller rencontrer des gens au Bris ou d'en parler ouvertement vont se ramasser une petite brochure, vont la lire à la maison pour tenter de s'informer le mieux possible. Marie-Ève, vraiment l'exercice d'aller chercher l'information et de la mettre le plus précis là-dedans, ça devait pas être évident, là. Ben, c'est une collecte d'informations qui est importante, c'est sûr. On s'est basé sur notre pratique, sur ce qu'on voit tous les jours, puis bien sûr nos nombreuses ressources, parce que veut pas, on a beaucoup de formations là au fil du temps, de la lecture, des livres, des articles. Donc ça fait partie du travail, oui. Je vais y aller avec les 3 thématiques qui ont été abordées. La première, là, celle qui me touche peut-être un peu plus parce que je suis papa depuis pas très longtemps et ça va s'en venir, devoir aborder la sexualité avec nos enfants. C'est intéressant là, d'y aller de ce côté-là, vraiment d'y aller sur l'approche des parents parce que en tant que parent, des fois, on se fait poser des questions, on sait qu'on va devoir aborder la question, mais on sait pas de quel côté commencer, par où commencer. Cette brochure-là va nous aider à savoir peut-être avoir quelques trucs pour où commencer. Ben, c'est vraiment des pistes parce que étant donné le format du dépliant, on pouvait pas faire une étude exhaustive de la chose. Par contre, oui, c'est des pistes, puis c'est aussi pour encourager les parents à nous appeler si jamais ils ont des questions. Puis il y a pas de questions niaiseuses. Des fois, c'est juste parce on le sait la réponse, mais comment que je réponds à un enfant de 4 ans, exemple? Ouais, parce que faut s'adapter avec l'âge de l'enfant. Exactement. Fait que nous, des fois, on est capable de donner des petits trucs, des petites métaphores faciles pour un enfant là qui va répondre à son besoin. Moi aussi, je vais parler de la brochure qui me touche le plus, c'est la sexualité chez les aînés. Je suis surpris qu'on ratisse large comme ça. Est-ce qu'il y a un problème de sexualité chez les aînés? On à un moment donné, avec le vieillissement, on se pose plein de questions aussi, là. Parce qu'on est habitué de voir le Bris distribuer des condoms dans les écoles secondaires. Là, ils viennent nous parler des aînés dans un dépliant quand même. Parce que le Bris, c'est la santé sexuelle. Et quand on parle de santé sexuelle, c'est très large. Et la santé sexuelle, ça concerne tout le monde. Tantôt, Marie-Ève donnait l'exemple de l'enfant de 4 ans qui va poser des questions.
mais il y a autant de gens de 60, 70, 80, 90 ans et plus qui ont autant de questions par rapport à leur sexualité. Et même parfois là des fausses croyances là, on voyait là des statistiques là, la recrudescence de maladies transmises sexuellement dans les centres pour personnes aînées. Donc des fois ils pensent que les personnes d'un certain âge sont à l'abri de certaines problématiques reliées à la sexualité. C'est pas le cas. C'est pour ça que c'est important d'avoir une telle approche envers eux. Oui, effectivement, parce que on sait que le groupe d'âge 15-24 ans, c'est le groupe d'âge le plus à risque. Mais en bas du 15-24 ans, il y a les 50 ans et plus. Donc c'est pour ça également que dans notre brochure, oui, on parle du vieillissement, on parle pourquoi, qu'est-ce qui se passe un petit peu, mais pourquoi aussi parler des ITSS. Et c'est peut-être un bel outil pour les gens qui travaillent près des personnes aînées, qui, je pense que ça doit être presque plus gênant parce que eux ont un passé, eux ont un vécu, et là de leur parler de leur sexualité plutôt qu'un enfant qui est en apprentissage, une petite brochure comme ça se distribue peut-être mieux ou que ceux vers les jeunes, ou est-ce que les jeunes, on va peut-être être un peu plus à parler ouvertement de ces sujets-là. Et la troisième brochure, l'homosexualité, vivre l'amour à sa façon. Pourquoi avoir ciblé peut-être l'homosexualité? C'est un sujet qui est très médiatisé ces temps-ci. C'est important de peut-être remettre les choses en perspective. Oui, en fait, il y a beaucoup de mythes quand même aujourd'hui par rapport à la sexualité, puis à l'homosexualité plutôt. Puis une autre chose aussi, c'est des fois les parents. On oublie les parents. On parle souvent des jeunes, des gens qui vivent ça, mais les parents, tu sais, comment on accueille le coming out de son enfant. Est-ce que c'est normal que je sois confus? Est-ce que c'est normal que je m'attendais pas à ça? Pourquoi qu'il m'en a pas parlé avant? C'est toutes des questions que les parents vont avoir, puis c'est des petites pistes dans le fond qu'on essaie d'apporter à ces parents-là. On croit être une génération où au Québec là, des gens très ouverts d'esprit, mais parfois il y a encore des tabous et des choses là qui nous bloquent dans certaines discussions. Peut-être que ce dépliant-là, cette brochure-là, nous aidera à peut-être là justement entamer certaines discussions, ou du moins je pense qu'il y a un beau rapport là avec la brochure du guide avec les parents, parce que les deux ensemble, je pense, donnent un outil un peu plus complet pour les parents, parce que peu importe l'âge de notre enfant, on se doit aussi de leur ouvrir l'esprit sur les différences dans notre société. Demain, c'est là que ça se passe. On lance ces trois brochures-là. De quel format ça va prendre ce lancement du côté du BRIS? C'est un 5 à 7 qui va se dérouler au restaurant de l'Hôtel Sept-Îles. Donc, toute la population sont invités à venir. Il n'y a pas de réservation. C'est sur une base volontaire. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment pouvoir toucher et feuilleter nos dépliants. Et par la suite, les dépliants vont être disponibles au BRIS. Ils vont être disponibles aussi dans les organismes communautaires. Et pour les écoles, parce que nous, on fait affaire avec des écoles, il y en a qui ont déjà fait la demande, il y en a d'autres que probablement que ça va les intéresser. Donc, les écoles ou des organismes gouvernementaux. Donc, c'est disponible à tout le monde. Et c'est important de le dire, ces brochures-là ont été réalisées dans la région, donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui a été fait à Montréal ou à Québec avec des réalités ou des fois des choses à l'intérieur qui ne touchent pas nécessairement notre réalité. Ça a été fait ici, ça là. Oui, vraiment, ça a été fait ici par le BRIS, et il y a un professionnel de design qui a collaboré avec pour la conception, pardon. Donc puis nous on les a devant nous, on est capable de les voir. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment très complet, mais dans aussi une simplicité. Donc on s'amusera pas à chercher l'information ou à vraiment trop fouiller. Sont vraiment très bien faites avec Alando, tous les contacts et les coordonnées pour rejoindre le BRIS Côte-Nord. Donc, on le rappelle. Oui, Jean? Dans le mien, sur la sexualité chez les aînés, il n'y a même pas de pub de Viagra, mais il y a toutes les coordonnées du BRIS. On peut les rejoindre. Ça doit être justement une idée préconçue que les aînés doivent utiliser ces moyens-là. Je serais curieux de voir la statistique. Ben là, c'est indiqué à des consultations jusqu'à 80 ans. C'est peut-être de la faute du Viagra, non? Non, il y en a qui peuvent avoir une santé sexuelle très bien
bien développé sans aide, Jean. Tu serais peut-être surpris. Donc, Kathleen Côté, directrice du Brice Côte-Nord. Et je suis pas encore rendu à cet âge-là de toute façon. Et Marie-Ève Normand, travailleuse sociale également du côté du Brice. On le rappelle, le lancement se fera sous la formule d'un 5 à 7 demain au bar de l'hôtel Sept-Îles, au restaurant de l'hôtel Sept-Îles. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Salon des métiers d'art de la Côtière. Bonjour, ici Guy Porlier qui vous invite à venir découvrir le Salon des fêtes des artistes et artisans de la Côtière. Un univers de couleurs et de textures vous y attend, façonné par le talent et la passion de leurs créateurs. Des pièces uniques et originales faites par des gens d'ici. Une superbe idée pour tous vos cadeaux des fêtes. Le salon aura lieu du 16 au 19 novembre à l'Agora du Centre récréatif et culturel de Port-Cartier. Et dimanche le 19 novembre, je vous chanterai quelques chansons. Bye bye. Venez nous voir. Vos spécialistes Vitre Expert, Mélissa Saint-Pierre et Pascal Barriot vous attendent dans de tout nouveaux locaux. Étant maintenant établis au 201 rue Brochu, les spécialistes Vitre Expert ont désormais plus d'espace afin de répondre à vos besoins. Que ce soit pour un démarreur à distance ou un remplacement de pare-brise, l'objectif est toujours le même. Donner entière satisfaction à vous et votre véhicule. Passez les rencontrer au 201 rue Brochu. Vitre Expert, là où vous trouverez tout pour vous satisfaire. 962-1000, vitreexpert.com. Masexualité.ca vous demande, êtes-vous vraiment informé? Hey, ça dit ici que si tu commences à prendre la pilule, on n'aura pas besoin de condom. Ouais, je sais. Tu m'as toujours dit que c'est plus hot. Mais j'ai aussi entendu dire que la pilule fait engraisser. Ben, on pourrait s'essayer juste une fois. De toute façon, c'est quoi les chances? Hey! Si tout ce que vous entendiez était vrai, les castors parleraient, on vivrait dans des igloos, et puis vos parents auraient toujours raison. Vérifiez les faits à masexualité.ca. Côte-Nord. Attitude. Alors, Pur FM 94.1. Je me fais toujours avoir par la fin de cette introduction. Jean, on arrive vraiment dans la période des guignolés. Il y a la grande guignolée des médias qui nous touche plus particulièrement parce que c'est une journée bien chargée pour nous. Mais dans très peu de temps, il y a la guignolée des Chevaliers de Colomb qui vraiment là fait des miracles année après année. Ça, c'est la vraie guignolée, Tommy, la traditionnelle guignolée au Québec menée par une organisation qui est là dans toutes les paroisses depuis de très nombreuses années. Même chez nous, à Sept-Îles, c'est bien enraciné, le mouvement des Chevaliers de Colomb. Pour nous en parler, Régent Rioux et Normand Primard, deux chevaliers. Je pense que Normand est dans la haute sphère là, des hauts dirigeants. Quoi, t'es deuxième dans la hiérarchie des chevaliers à Sept-Îles? Deuxième. Dans notre langage, on appelle ça député grand chevalier. C'est comme le vice-président. Mm-hmm. C'est quand même une vieille organisation, les Chevaliers de Colomb. Ça a combien d'années à Sept-Îles, les Chevaliers de Colomb? On doit savoir ça. J'ai fait, justement, dans le déménagement, là, je fais le ménage dans... Des paperasses, dans paperasses, là. Puis, j'ai pogné de la correspondance de 1953. Ça a commencé en 1953, ici, à Sept-Îles. Donc, ça a bientôt plus de 60 ans. C'est quand même... Ouais. 1er mai. Le 1er mai, on va fêter un anniversaire du côté des Chevaliers de Colomb. Là, on connaissait bien votre bureau qui était juste à côté du centre Gustave Gauvreau. On vous l'a enlevé. On est en train de se relocaliser du côté des Chevaliers de Colomb. Là, c'est la fin d'un long dossier aussi, hein. Ouais, on était itinérant un peu. On était au scout. Ensuite de ça, à l'église Marie-Immaculée. Là, présentement, on a acheté l'ancien café golf, là, entre Pro Nature puis le Lab Auto, là. Ouais. Une belle petite bâtisse verte, c'est suffisant pour nos besoins pour l'instant. Ça a été une vraie saga, votre affaire. À un moment donné, on parlait de déménager la bâtisse à côté de l'Âge d'Or. À un moment donné, il y avait toutes sortes d'options. Il y a même eu des chicanes internes, peut-être des négociations serrées avec le réseau de la santé. La saga est finie, là. Oui, la saga est finie, là. Il y a des caractères forts, mais quand il y a une décision de prix, là, le monde se rallie peu à peu. Là. Ben, des caractères forts, ça sert, parce que des fois, ça fait quand on se mobilise, on fait des belles choses, puis ça sera le cas pour la guignolée des Chevaliers de Colomb. Quelle formule ça prend, cette fameuse guignolée-là? Au commencement, on faisait la guignolée, on distribuait nous-mêmes les paniers aux gens dans le besoin. Depuis quelques années, Régent pourrait le confirmer, là, on fait ça en partenariat avec le comptoir alimentaire. Tu sais, pour pas doubler les choses, là, eux autres, ils ont l'expertise. Au niveau de la distribution, ils sont là. Ils ont l'expertise de ça, ils connaissent mieux les gens que nous autres, là. C'est plus...
Avant ça, les chevaliers fonctionnaient beaucoup avec les curés, les églises, les paroisses. Les demandes allaient souvent aux prêtres. Hein? Ouais, beaucoup aussi venaient des CLSC. Le CLSC nous envoyait des demandes aussi pour des familles. Là. Mais je pense que tout mettre ça à la même place, c'est mieux. Ouais. Comment ça s'organise là? Samedi, vous avez besoin de monde? On a déjà pas mal nos équipes du côté des Chevaliers de Colomb. On est expérimentés là-dedans quand même, hein? Oui, présentement, là, on a des secteurs qui sont pas couverts. On a une grosse problématique avec le secteur Ferland. Ça me prend beaucoup de monde pour là. Le monde qui reçoit des paniers, malheureusement, s'ils pourraient venir nous aider à passer, parce que j'ai besoin de bénévoles. J'ai du monde qui sont là, qui ont leur voiture, puis qui n'ont pas la capacité de pouvoir marcher. Ça me prend des marcheurs. Fait que vous allez faire du porte-à-porte, là. Votre objectif, c'est de faire toutes les maisons de cette île. Bon, on essaye de toutes faire les maisons de cette île, là. À l'heure actuelle, il y a 10 secteurs sur 50, là, dans les limites de la ville qui sont pas couverts. Ferland, il y a 3 secteurs de couverts sur 13. C'est pour ça, là, qu'on a besoin de monde. Bon, ça se fait samedi toute la journée. On va vous voir à la maison samedi, là. Oui, c'est ça. Là, comme tu disais tout à l'heure, on a une grosse expérience de ça, mais avec l'expérience, il y a une autre affaire qui vient avec, là, c'est l'âge. Il y en a plusieurs qui sont âgés, des chevaliers, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Puis aussi, on lance un appel spécial à ceux qui reçoivent des paniers. Tu sais, tu peux être en mauvaise situation financière, mais être en pas pire santé physique, là, ces gens-là peuvent mettre l'épaule à la roue, venir avec nous autres, pour passer pour la guignolée eux autres aussi. Ouais. Puis pour les gens là qui nous entendent ce midi et qui se disent je vais commencer à préparer des choses pour quand les Chevaliers de Colomb vont passer et les bénévoles vont passer en fin de semaine, qu'est-ce que vous ramassez? Toutes denrées non périssables, puis de l'argent aussi. Parce que pendant une période, il y avait aussi du linge, je crois, qui était ramassé. Là, on se concentre vraiment sur la nourriture. On se concentre sur la nourriture parce qu'avant, on avait le centre de dépannage là, qui était à nous. Ouais. À cette heure, on n'a plus le centre de dépannage. C'est sûr que les meubles puis les vêtements, on les ramasse plus. Ouais. Il y avait une tradition, c'était la chanson, la guignolée. Les donateurs, on peut-tu encore vous demander de chanter quand vous passez à la maison? Y a-t-il encore du monde dans les Chevaliers qui s'en rappellent? Ouais, les bons chanteurs, ils les envoient pas aux radios aujourd'hui. Là, ils les gardent pour samedi. Et samedi, si on veut aller vous aider, là, vous allez être pas déjà dans vos nouveaux locaux, là? Oui, le départ va se faire de nos locaux au 1430 Boulevard L'Art, là. Même on est rendu avec notre signe en avant, là. Ah, OK, donc, c'est fait, là. Facilement reconnaissable. Tout proche des mousses, en face des mousses. Oui, en face des mousses. Vous allez être aussi bien installé que vous étiez avant ça, quoi? Avec le temps, peut-être mieux. Ouais. Oui. À quel numéro, là, quelqu'un, se dit, je voudrais donner un coup de main. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone auquel on peut vous rejoindre pour avoir plus d'informations ou pour vous aider? Oui, au 962-3638, qui est le local des Chevaliers de Colomb, ou ils peuvent me rejoindre à 968-2960. Donc, c'est les numéros de téléphone là, pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations ou s'impliquer à la guignolée des Chevaliers de Colomb de ce week-end. En terminant, le membership, est-ce que c'est encore en santé, les Chevaliers de Colomb? Tu parlais du vieillissement des membres, mais il y en a encore bien en vie quand même. Là. Oui, il y en a encore bien en vie. Puis c'est ça, là. Après qu'on va être installé là, au printemps, on va commencer à pouvoir vous relancer vos activités. On va faire des activités, mais on va faire du recrutement aussi. Parce que Vous n'avez pas une initiation qui fait peur, vous autres, les Chevaliers? Non. On entendait toutes sortes d'histoires dans le temps. Là. Non, ça c'est des vieilles histoires. Okay, ça, c'est des vieilles histoires dans le temps que les gens étaient forts comme moi, là, mais dans la temps, les gens sont plus faibles, on a moindri. Donc, des fausses croyances encore qu'on brise ce midi. Donc, messieurs, on le rappelle, c'est la guignolée des Chevaliers de Colomb ce samedi. Donc, si ça cogne à votre porte, préparez déjà là quelques conserves, quelques pâtes alimentaires. On le sait, là, il y a une liste là que vous pouvez trouver un peu là sur les denrées non périssables. Préparez ça. Peut-être aussi là des choses là d'hygiène personnelle, là, du savon, des déodorants, du savon à linge, du savon. Il y a plein de choses là, tout ce qu'on trouve pas mal dans nos armoires. Là, on peut se faire un sac et on le remettra avec grande générosité samedi au Chevalier de Colomb. Régent Rioux et Normand Primard, Chevalier de Colomb de cette île. Merci beaucoup, messieurs. Merci.
Alors Jean, c'est ce qui complète cette émission, encore une fois bien complète, c'est le cas de le dire. Donc moi je voulais juste rappeler, là, connecté sur cette île et Port-Cartier, comme à l'habitude, chaque mercredi, je vous prépare quelque chose sur la vaccination, sur la grippe à écouter cette semaine. Et demain, Valérie Dionne sera avec moi à Côte-Nord Attitude. On reçoit entre autres Pierre Bolduc et Émilie Paquette de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Une émission très variée. On va aussi parler de boxe et du gala qui s'en vient au Lady Era à Port-Cartier. C'est vrai, ça bouge pas mal à Port-Cartier en fin de semaine. Là. Le défilé du Père Noël, le salon de la Côtière et le gala de boxe. Donc tout ça là en fin de semaine, ça brasse du côté de Port-Cartier. Et aujourd'hui, on est en réflexion à Port-Cartier parce que c'est le forum citoyen qui se déroule aujourd'hui. Ça bouge du côté de Port-Cartier. Bonne journée tout le monde!